Quand on va reprendre, je sais que c'est un peu difficile juste après le repas, mais on va rapidement prendre l'envol. Donc j'ai le plaisir de modérer cette session avec mes amis Dr Zaimi et Dr Graghi sur cette session consacrée aux nouveaux facteurs de risque cardiovasculaire. En effet, pendant longtemps, on a considéré l'évaluation du risque cardiovasculaire par rapport aux facteurs classiques, à savoir le tabagisme, la sédentarité, les dyslipidémies. Aujourd'hui, avec la compréhension de la maladie vasculaire, qui a profondément évolué grâce au progrès de l'immunologie, de la génétique, de la médecine translationnelle, et donc qui nous a permis d'identifier de nouveaux déterminants qui sont silencieux, mais à fort impact pronostic. Et donc, cette session abordera 3 thématiques innovantes. Le rôle de l'inflammation chronique et les maladies auto-immunes dans l'athérothrombose, l'hématopoïèse clonale, concept émergent, relié en vieillissement, hémostase et risques vasculaires, et puis les lipoprotéines A, longtemps négligées, mais considérées aujourd'hui comme un acteur majeur des risques cardiovasculaires résiduels avec des perspectives thérapeutiques très prometteuses. Nous remercions chaleureusement nos intervenants pour leur présence et leur expertise et nous espérons des échanges riches avec l'assistance. Et donc, sans tarder, nous allons commencer avec la première présentation avec le professeur Chehbi, interniste à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech, qui va nous parler de l'inflammation chronique et les maladies auto-immunes. Alors, je précise, vous aurez 20 minutes chacun pour laisser un peu de temps à la discussion. Quand vous allez entendre une alarme, sachez que les 20 minutes, ce serait terminé. Ouais. Et à ce moment-là, je vous remercie de conclure juste après. Merci, parce qu'on est serré par le temps. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Cher maître, aimable assistance, tout d'abord, je tiens à remercier la Société marocaine de médecine vasculaire et tout particulièrement le professeur Sadouni de m'avoir invité à faire cette présentation devant vous. Donc moi, mon topo, il est intitulé « Les nouveaux facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier l'inflammation chronique et les maladies auto-immunes ». Bon, les maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques telles que pour l'arthrite rhumatoïde, le lupus, les rhumatismes inflammatoires, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le psoriasis, la spondylarthrite, etc., sont désormais reconnus comme de véritables états pro-athérogènes, associés à une augmentation significative du risque cardiovasculaire avec des événements majeurs comme les infarctus du myocarde, les AVC ou encore les artériopathies avec ischémie des membres. Cette relation étroite entre immunité, inflammation et maladie cardiovasculaire ouvre aujourd'hui une nouvelle vision de l'athérosclérose. Non plus uniquement comme une maladie métabolique, mais également comme une maladie immuno-inflammatoire. Donc, au cours de cette présentation, nous aborderons les mécanismes physiopathologiques reliant l'inflammation chronique et l'athérosclérose, les principales maladies auto-immunes associées à un surrisque cardiovasculaire, ainsi que les implications thérapeutiques récentes, incluant les stratégies anti-inflammatoires. Donc, l'objectif de ma présentation est de démontrer que l'identification et le contrôle de l'inflammation chronique représentent aujourd'hui un enjeu majeur dans la prise en charge de nos patients atteints de maladies inflammatoires et de maladies auto-immunes. Donc, pour bien planter le décor et connaître le contexte au cours de cette il faut savoir que les complications cardiovasculaires sont ou la première cause ou la deuxième cause de décès dans les maladies inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes. Donc, ces patients atteints de ces maladies vont mourir principalement par un infarctus ou un AVC, alors que leur maladie de fond est parfois bien contrôlée. Et jusqu'à 25% de ces décès sont prématurés. La prévention cardiovasculaire aujourd'hui n'est plus un bonus, c'est l'enjeu pronostic majeur, comparable à la prévention de la progression de la maladie elle-même.
Puis on va se mettre en situation avec ce cas clinique d'une patiente tout à fait banale que nous voyons en consultation tous les jours. Une patiente qui paraît bien contrôlée, qui a un lupus âgée de 44 ans. Elle a un lupus depuis 18 ans, depuis l'âge de 18 ans. Elle a une atteinte articulaire, cutanée, hématologique avec une lymphopénie persistante. Binomiologique des anticorps antinucléaires positifs, anti-DNA positifs, un facteur rhumatoïde positif et un anti-SM positif. Elle a un syndrome de Gougerot associé, et elle a un syndrome des antiphospholipides asymptomatique. Cette patiente, elle est en rémission sous plaquenil seul. Donc, est-ce que cette prise en charge, est-ce qu'elle est suffisante? On prend bien sûr en considération l'activité de la maladie qui est bien contrôlée, mais au-delà de ça, est-ce que le risque cardiovasculaire, est-ce qu'il est bien estimé, est-ce qu'il est bien stratifié, est-ce qu'on fait quelque chose pour ce risque cardiovasculaire? Ce qu'on va voir après dans notre présentation. Donc, les principaux facteurs de risque cardiovasculaire classiques, taux de cholestérol élevé, tabagisme, hypertension, sédentarité et diabète ont été identifiés la première fois dans l'étude de Framingham qui a commencé dans les années 40, qui a été publiée dans les années 60. Pendant longtemps, l'évaluation du risque cardiovasculaire reposait essentiellement sur ces facteurs. En Europe et aux États-Unis, la prise en charge efficace de ces facteurs de risque a permis de réduire de 50% la mortalité cardiovasculaire, représentant un des succès médicaux les plus importants de ces 60 dernières années. Cependant, malgré une prise en charge optimale, un nombre important d'événements cardiovasculaires continue de survenir chez ces patients, parfois même correctement traités. Et puis, en 2005, il y a eu cet article de Hansen qui a constitué un tournant majeur dans l'histoire de la cardiologie moderne. Pourquoi c'est un tournant majeur? Parce que cet article a bien démontré que l'athérosclérose n'est pas uniquement une maladie lipidique, mais également une maladie inflammatoire chronique impliquant l'immunité innée et adaptative. Les auteurs ont également expliqué ils ont aussi expliqué le lien avec les maladies auto-immunes et ils ont un petit peu préparé le terrain pour les futures études avec les nouvelles thérapeutiques qui vont cibler l'inflammation dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc aujourd'hui, il a été bien démontré, en s'appuyant sur de multiples études expérimentales, des études épidémiologiques et des études cliniques, que l'athérosclérose est avant tout une maladie inflammatoire et métabolique. Le cholestérol, l'hypercholestérolémie, l'augmentation de LDL cholestérol est un facteur qui est nécessaire, mais n'est pas suffisant pour que l'athérosclérose se constitue. Pourquoi? Parce que à des taux de LDL augmentés similaires, l'étendue de l'athérosclérose n'est pas la même. Donc, en fait, c'est la réaction inflammatoire intravasculaire qui est responsable de la pathologie athéromateuse. À partir d'une augmentation de LDL qui va s'accumuler au niveau de la paroi vasculaire, cet LDL va s'oxyder sous l'effet des autres facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Cette oxydation va déclencher une réaction inflammatoire à l'intérieur de la paroi vasculaire et qui vise à limiter ou bien à éliminer cet excès de lipides dans la paroi vasculaire. Donc, cette inflammation fait intervenir l'immunité innée et l'immunité adaptative. À un moment donné, cette réaction inflammatoire devient incontrôlée, elle devient auto-entretenue et donc elle devient délétère pour la paroi vasculaire. On aura un épaississement de la paroi vasculaire et parfois avec risque de fissuration sous l'effet de facteurs mécaniques et donc le risque de survenue de thrombose et par conséquent macroscopiquement d'événements cardiovasculaires. En plus de ce mécanisme inflammatoire qui fait intervenir l'immunité innée et l'immunité adaptative, il y a un nouveau mécanisme qui est en cours d'exploration expérimentale qui est une sorte de prolifération clonale, hématopoïèse clonale, qui peut accentuer ou majorer cette réaction inflammatoire. Et ce sujet-là, ce facteur-là, il fera l'objet de la présentation de professeur Tiazi. Donc, partant de ces données, partant du principe que l'athérosclérose est secondaire
à un phénomène inflammatoire. Il a été, bien sûr, suggéré que la réduction de l'inflammation sans incidence sur le taux de lipides pourrait diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Ainsi, on a apporté la première preuve qu'un traitement anti-inflammatoire réduit les événements cardiovasculaires indépendamment du LDL par ce traitement, par cet anticorps qui cible l'interleukine 1, qui est nécessaire dans la réponse immunitaire innée. C'est le canakinumab, à la dose de 150 mg tous les 3 mois, permet de réduire de façon significative la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs comme l'infarctus du myocarde, les AVC ou encore les événements nécessitant une revascularisation. Donc, une autre étude ayant démontré qu'un traitement anti-inflammatoire bien codifié pourrait réduire le risque inflammatoire résiduel est l'étude LODOCO-2. Chez les patients atteints de coronaropathie chronique, dont la plupart recevaient déjà des traitements de prévention secondaire, la prise de 0,5 mg de colchicine une fois par jour a entraîné une réduction de 31% du risque relatif de décès cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde spontané et d'accident vasculaire cérébral ischémique. Ceci a été comparé au placebo. Ainsi, la colchicine, la brave colchicine, premier médicament approuvé par la FDA en 2023, spécifiquement pour réduire les événements cardiovasculaires par voie anti-inflammatoire. Donc, c'est un médicament qui coûte pas cher. Dans notre pays, ça coûte 15 dirhams par mois, comparé aux autres médicaments, le canakinumab, qui coûte 30 000 dirhams trimestriellement. Moi, je pense personnellement que cette étude aurait dû être baptisée l'étude David contre Goliath. Alors, une autre étude ayant démontré qu'un traitement anti-inflammatoire bien codifié, pardon, excusez-moi, donc maintenant, on va revenir à nos maladies inflammatoires et maladies auto-immunes. Les maladies inflammatoires chroniques, aujourd'hui, constituent des facteurs majeurs de risque cardiovasculaire, indépendants des facteurs classiques. Ces maladies sont caractérisées, bien évidemment, par l'inflammation chronique, par le dépôt de complexes humains, par des anomalies de signal de l'interféron et par leur association au syndrome des antiphospholipides et surtout par une prévalence élevée du syndrome métabolique. Donc la conséquence de tout ça, c'est une prédisposition à l'athérosclérose accélérée, dysfonction endothéliale, risque de thrombose et d'instabilité des plaques athéromateuses. Donc les données les plus larges qui sont disponibles au sujet de l'inflammation chronique en lien avec l'athérosclérose concernent la polyarthrite rhumatoïde. Donc ces données décrivent ce risque comme un risque majeur. Donc une grande cohorte a démontré que le risque d'infarctus du myocarde était de 70% supérieur à celui de la population générale comparé aux patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde, avec une grande gravité des événements. Les accidents coronariens surviennent en moyenne très prématurément, 10 ans plus tôt par rapport à la population générale. Et aussi, ces événements cardiovasculaires expliquent 50% de la surmortalité associée à la polyarthrite rhumatoïde. L'augmentation, une grande étude danoise a démontré aussi que le risque d'infarctus du myocarde chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde était comparable à celui observé dans le diabète. Dans le lupus, les données sont aussi claires que dans la polyarthrite rhumatoïde. Tout d'abord, ceci a été décrit la première fois en 1990 dans cette large cohorte où on a comparé les données des patients atteints de lupus avec les patientes de la cohorte de Framingham. Et le résultat majeur est que les femmes lupiques âgées de 35 à 44 ans avaient un risque d'infarctus du myocarde plus de 50 fois supérieur à celui des femmes du même âge de l'étude Framingham. Les principaux facteurs associés aux événements cardiovasculaires étaient l'ancienneté du lupus, la corticothérapie prolongée, l'hypercholestérolémie et la ménopause.
Donc, de façon générale, il est aujourd'hui bien établi que ce risque concerne toutes les maladies inflammatoires et auto-immunes, mais à des degrés variables. Donc, pour résumer, les risques les plus élevés sont observés dans le lupus systémique et la polyarthrite rhumatoïde, équivalents au risque du diabète. Malgré des mécanismes spécifiques à chaque pathologie, plusieurs voies communes sont retrouvées, notamment la dysfonction endothéliale, l'activation immunitaire et la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6 et le TNF-alpha. Le risque cardiovasculaire est globalement lié à l'intensité de l'inflammation et à sa durée. Donc maintenant, quelle est l'influence des médicaments que nous utilisons pour le contrôle des maladies inflammatoires et auto-immunes sur le risque cardiovasculaire? Cette influence a été démontrée qu'elle peut être positive, c'est-à-dire que ça peut prévenir le risque cardiovasculaire, comme ça peut aggraver ou augmenter le risque de complications cardiovasculaires. Par exemple, le risque d'une corticothérapie de 5 mg par jour est aujourd'hui clairement établi avec un impact défavorable sur le métabolisme lipidique, l'obésité, la production d'insuline, la résistance à l'insuline et sur la pression artérielle. Les traitements de fond antirhumatismaux conventionnels, en particulier l'hydroxychloroquine et le méthotrexate, ainsi que les biothérapies, sont souvent associés à une diminution significative du risque de maladies cardiovasculaires. Quant aux inhibiteurs JAK, de nombreuses études récemment, en particulier les études orales, ont relevé une augmentation du risque cardiovasculaire chez les patients de plus de 65 ans ayant d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Au vu de toutes ces données et cette démonstration du lien entre l'inflammation chronique et l'athérosclérose, le risque concernant les maladies cardiovasculaires est augmenté dans toutes les maladies inflammatoires chroniques, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde. Le contrôle d'activité de la maladie réduit le risque cardiovasculaire de façon directe. Le rhumatologue et l'interniste sont responsables de l'évolution et de la gestion du risque cardiovasculaire en collaboration avec le médecin généraliste et le cardiologue. Le dépistage des facteurs cardiovasculaires doit être réalisé régulièrement chez tous les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, au moins tous les 5 ans ou à chaque changement majeur de traitement. L'éducation du patient sur le risque cardiovasculaire, les habitudes de vie saines et l'adhésion thérapeutique est indispensable. Ceux-ci sont les 4 principaux lignes directrices pour la prise en charge et l'évaluation du risque cardiovasculaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Donc on commence par la première étape qui est la stratification du risque. L'évaluation individuelle du risque cardiovasculaire chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique est complexe car les outils d'évaluation utilisés dans la population générale ne sont pas adaptés à la population atteinte de maladies chroniques. Et donc, on doit prendre en considération cette maladie et son niveau d'activité. Aujourd'hui, le LAR a recommandé pour les patients atteints de maladies auto-immunes de multiplier par 1,5 le risque obtenu par les algorithmes d'estimation usuels tels que le score 2 utilisé dans la population générale. Pour les patients ayant un risque intermédiaire, trouve un risque intermédiaire, il faut ajouter une échographie des carotides qui va peut-être surclasser les patients en haut risque. Donc cette stratification du risque a pour objectif principal de prescrire une statine, même avec des niveaux de LDL-cholestérol qui paraissent acceptables. Avec un patient qui a un haut risque, il faut systématiquement prescrire une statine avec des objectifs rigoureux pour le LDL-cholestérol. Maintenant, concernant la prise en charge des autres facteurs de risque, concernant l'hypertension, la cible, en particulier la cible dans le lupus, est basse par rapport à la population générale. Il faut viser une tension artérielle inférieure à 130, surtout pour la systolie. Pour les autres maladies inflammatoires, la cible est la même. Concernant la dyslipidémie, le traitement sera fait selon les recommandations de la population générale. Le sevrage tabagique est obligatoire et le mode de vie doit être amélioré avec une bonne éducation des patients. De façon plus spécifique, les patients lupiques doivent recevoir l'hydroxychloroquine de façon
obligatoire. L'hydroxychloroquine réduit le risque cardiovasculaire et la morbimortalité. La cible de la tension artérielle chez ces patients doit être inférieure à 130/80. Il faut minimiser au maximum le glucocorticoïde en dessous de 7,5 mg et idéalement en dessous de 5 mg. Dans le SAPL asymptomatique, il faut prescrire l'aspirine. Dans les autres connectivites, il faut avoir un contrôle strict et vasculaire. Il faut avoir un contrôle strict de l'activité de la maladie et minimiser les glucocorticoïdes. Concernant le contrôle de l'activité de la maladie, il faut suivre le principe du treat to target. C'est la stratégie prioritaire. Le fait d'atteindre la rémission ou l'activité minimale réduit directement le risque cardiovasculaire. Le méthotrexate aujourd'hui, dans les dernières recommandations de l'ACR 2025, clairement établit qu'il est associé à une réduction de risque cardiovasculaire. Il est à privilégier. Les anti-TNF et les biothérapies ont un effet athéroprotecteur plausible via la réduction de l'inflammation systémique. L'anti-IL6 a un effet favorable sur la CRP, mais elle a un effet paradoxal sur le LDL cholestérol, d'où l'intérêt de surveiller le bilan lipidique chez les patients sous tocilizumab en particulier. Concernant les inhibiteurs de JAK, aujourd'hui, en 2025, la FDA a émis une mise en garde concernant en particulier le tofacitinib. L'étude orale a démontré que cet anti-JAK était associé à un risque élevé d'événements cardiovasculaires, en particulier chez les patients âgés ou qui ont déjà un facteur de risque cardiovasculaire. Si on veut choisir chez ces patients entre anti-TNF et les inhibiteurs JAK, il faut privilégier les anti-TNF. Les glucocorticoïdes doivent être diminués, en particulier avec la durée la plus courte et passer en dessous de 5 mg rapidement. Il faut dépister de façon annuelle les facteurs de risque cardiovasculaire classiques. L'hydroxychloroquine est universelle, doit être prescrite chez tous les patients atteints de lupus, permet de réduire les poussées, la morbimortalité et le risque cardiovasculaire. Il a un effet antithrombotique et hypolipémie modéré. Il faut aussi minimiser les corticoïdes, les glucocorticoïdes, cela revient dans toutes les recommandations. Il faut penser à introduire de façon précoce le traitement d'épargne cortisonique. Donc on revient à la patiente lupique en rémission, qui a des manifestations bénignes, elle n'a pas d'atteinte viscérale sévère. Il faut évaluer et stratifier le risque cardiovasculaire chez cette patiente. Donc, chez cette patiente, la tension artérielle est de 136/95, elle a un cholestérol LDL à 4,21, elle est non tabagique. Le score de calculé, il est à 6%. Donc, c'est une patiente qui a un risque intermédiaire. Et vu que c'est une patiente qui a plus de 10 ans d'évolution de sa maladie, puisqu'elle a un facteur rhumatoïde positif, il faut multiplier ce score calculé par 1,5. Elle va passer directement à un score à 9, ce qui représente un haut risque cardiovasculaire. Donc, il faut une intervention spécifique chez cette patiente. Il faut tout d'abord, pour le SAPL, introduire l'aspirine. Il faut prescrire une statine obligatoirement avec des objectifs inférieurs à 0,7 pour le LDL ou une réduction de plus de 50%. Il faut introduire un IEC chez cette patiente, vu qu'elle est hypertendue et que ça va protéger le rein. Il faut renforcer une mesure hygiénique et puis instaurer une surveillance annuelle chez cette patiente. Dans les perspectives d'avenir, le traitement anti-inflammatoire ciblé pour la prévention... Merci de conclure, s'il vous plaît. D'accord. Pour la prévention cardiovasculaire, en particulier la colchicine, l'impact des nouvelles thérapies, surtout la carticelle, qui a permis une rémission complète. Médecine de précision et l'intelligence artificielle, surtout dans la stratification du risque. La prévention cardiovasculaire intégrée avec un triple objectif, contrôle de l'inflammation, contrôle lipidique et puis contrôle de l'activité de la maladie. Et puis le point à retenir, l'athérosclérose est une maladie inflammatoire et nos patients en sont la preuve vivante. Les outils classiques sous-estiment le risque. Il faut utiliser la règle de la multiplication par 1,5 et ne pas hésiter à introduire une statine, même quand le taux de lipides est normal. Contrôler la maladie, c'est aussi protéger le cœur, donc optimiser les traitements et favoriser les traitements d'épargne cortisonique. Et puis la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire, surtout l'idée d'instaurer une consultation
médecine interne, cardiologie, pour évoluer, bien prendre la prise en charge, bien optimiser la prise en charge. Nos patients ne doivent pas mourir de leur cœur quand leur maladie est contrôlée. La prévention cardiovasculaire est un acte thérapeutique aujourd'hui à part entière. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, d'avoir respecté le délai de la présentation. Donc, je pense qu'on va laisser les questions pour la fin de la session. Et donc, tout d'abord, j'ai le micro, donc je remercie la Société marocaine de médecine vasculaire de m'avoir invité à modérer cette session, et donc à sa tête la présidente, professeur Saïdouni. Et sans trop tarder, j'ai le plaisir d'inviter professeur Tazim Zelk Zoubida, la grande, que je n'ai pas besoin de vraiment vous présenter, pour nous parler de ce concept émergent qui nous intéresse, nous, les hématologues, et qui est l'hématopoïèse monoclonale comme un nouveau facteur de risque cardiovasculaire. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur El-Glagui. À mon tour de remercier l'audience de sa présence, de sa fidélité. Et effectivement, moi, je vais parler de quelque chose d'un peu, on va dire, pas particulièrement nouveau, mais qui sort un peu des routes standards, et que vient faire cette hématopoïèse clonale dans un congrès de pathologie vasculaire. Et plutôt que de parler de facteurs de risque cardiovasculaire ou marqueurs de risque cardiovasculaire, on va voir que ce concept un peu émergent à la croisée des spécialités apporte quelque chose de nouveau quant à la compréhension peut-être, ou l'intégration de notamment cette inflammation, ou notamment du mode de vie de manière générale dans l'émergence de la maladie cardiovasculaire. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intrications dans notre organisme, et qu'il n'y a pas que des vaisseaux, que des globules blancs, que des globules rouges. Il y a un peu de tout, et tout concorde à globalement la même chose. Je voudrais vraiment qu'il y ait très peu de messages qui passent, mais juste être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de ce que je vais dire à la fin concernant cette hématopoïèse clonale. On sait qu'il y a un certain nombre d'étapes prénéoplasiques en hématologie qu'on sait très bien maintenant suivre, contrôler, notamment les gammapathies monoclonales de signification indéterminée pour le myélome plasmocyte, la lymphocytose monoclonale bénigne pour toutes les pathologies lymphoïdes, et on n'avait pas trop d'éléments pour la pathologie myéloïde, côté des globules blancs, polynucléaires neutrophiles, jusqu'à ce qu'on commence à trouver dans le sang d'un certain nombre de patients pour lesquels on fait des NGS, quelque chose qui s'est appelé l'hématopoïèse clonale. On ne savait pas ce que ça voulait dire, et on appelait ça de potentiel indéterminé. Et ça, ce n'est pas rare. Vous voyez que pour la MGUS 4%, pour la MBL 20%, c'est fréquent, et pour cette pathologie-là, 10% dès que les personnes arrivent entre 65 et 70 ans. C'est vrai que tout ça sont des pathologies, on va dire aging, de vieillissement, mais pas que, et on va voir ça ensemble. Et en fait, on a commencé vraiment à s'intéresser à cette donnée-là sur 2 publications Princeps de 2014. Alors cette hématopoïèse clonale, on l'avait déjà trouvée bien avant. On savait qu'elle existait bien avant, 5-10 ans avant. On savait pas quoi en faire. Et en 2014, il y a eu 2 publications majeures dans la même revue, New England, qui vont nous dire et qui vont un peu détourner le regard de cette hématopoïèse clonale, du regard qu'on peut avoir hématopoïèse clonale, maladie hématologique, vers autre chose que la maladie hématologique. Ces états prénéoplasiques en hématologie, on sait par exemple que pour le MGUS, ça peut se transformer en myélome, c'est à peu près 1% par an, mais finalement la mortalité est globalement équivalente à la population générale. Pour les MBL, c'est pareil. Pour l'hématopoïèse clonale, ça se transforme encore moins en pathologie myéloïde, mais on s'est rendu compte que c'est des patients qui mouraient plus que la population générale. Et en mourant plus que la population générale, on s'est dit, quand ils ont une hématopoïèse clonale, c'est normal, ils font des hémopathies myéloïdes,
On sait que les hémopathies myéloïdes sont des pathologies graves, dont le traitement n'est pas aussi bien codifié que les pathologies lymphoïdes et que le risque de faire des hémopathies myéloïdes est très augmenté. Vous voyez, cancer hématologique, un hazard ratio à 13. Donc on se dit, il a une hématopoïèse clonale, il fait un cancer myéloïde, c'est normal. C'est l'évolution normale des choses. Sauf que la surmortalité qui a été remarquée chez ces patients, elle n'était pas expliquée par la mortalité par hémopathie. Et c'est là où interviennent les publications de 2014 qui vont nous dire, sur un suivi de cohorte, en fait, c'est des personnes chez lesquelles on avait trouvé, on va revenir dessus, comment on a fait pour trouver cette hématopoïèse clonale, et on les a suivis, et on s'est rendu compte que ces personnes, elles mouraient pas que d'hémopathie maligne, mais elles mouraient de cœur et de cerveau. Elles faisaient 2 fois plus d'infarctus du myocarde, 2 fois plus de cardiopathie ischémique, et 2 fois plus d'accidents vasculaires cérébrales. Et là, une petite lumière va s'allumer parce qu'on se dit, tiens, il se passe autre chose que de l'hématologique chez ces personnes qui ont un état qu'on considérait comme un état pré-néoplasique hématologique. Donc ça, c'était la première publication de 2014. Ils ont gardé la même cohorte, ils vont suivre la même cohorte. Nouvelle publication de cette cohorte-là, un petit peu plus enrichie en 2017. Et comme là, ils savent plus ou moins ce qu'ils vont chercher, alors que sur la première cohorte, alors qu'elle avait un très bon suivi, ça a été presque une découverte. Sur cette cohorte, ça a été un petit peu plus structuré, ça a été un suivi prospectif, et on a retrouvé ces chiffres très importants de surmortalité, de surinfarctus du myocarde, toujours chez ces patients qui avaient cette hématopoïèse clonale, dite de signification indéterminée. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est comme ils cherchaient, ils savaient ce qu'ils cherchaient, ils ont apparié cette population avec une population témoin, avec ou sans infarctus, ainsi de suite, et ils ont démontré que cette hématopoïèse clonale donnait un risque cardiovasculaire indépendamment du fait que le patient soit diabétique, qu'il soit âgé, qu'il soit hypercholestérolémique, ainsi de suite. Donc c'était vraiment totalement indépendant, avec un hazard ratio qui est à 1,8 significatif, ce qui est pas négligeable, ce qui est vraiment presque plus important que le hazard ratio que donnait l'hypercholestérolémie. Je suis pas en train de dire que c'est plus important, je suis pas en train de dire que c'est plus grave, je suis juste en train de dire qu'on a des éléments qui vont démontrer que cette hématopoïèse clonale va intervenir dans le surrisque athérothrombotique cardiovasculaire chez ces patients. Alors, c'est quoi cette hématopoïèse clonale? D'abord, on l'a trouvé un peu par hasard. On faisait des séquençages d'exomes, des NGS chez des patients pour lesquels on suspectait un problème hématologique au départ, et on savait pas trop quoi faire de cette hématopoïèse clonale. C'est comme ça un peu qu'on a trouvé sur un prélèvement périphérique. Hein. On est en train de parler de prélèvement périphérique. Et au fur et à mesure, on a commencé à la définir de manière de plus en plus sérieuse. Et en fait, c'est une mutation, au moins, qui est habituellement associée à des hémopathies malignes de type myéloïde, sans hémopathie myéloïde, et sans cytopénie. Donc, c'est isolé. Il n'y a absolument aucun corollaire pathologique qui s'associe à cette trouvaille qui a été trouvée à l'occasion d'une prise de sang pour X, Y, Z. Et secondairement, vu qu'on s'est dit, ah tiens, il se passe quelque chose, on est revenu aux biobanques, et je vais vous parler des études de biobanques. On est revenu aux biobanques et on a cherché cette hématopoïèse clonale dans les biobanques, et c'est comme ça que finalement toutes les études qui vont sortir vont nous donner un certain nombre de résultats. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la VAF. La VAF, c'est le variant allélique, le pourcentage variant allélique. En fait, c'est la taille du clone ou l'importance du clone. Il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 2%. C'est là où on considère que cette anomalie retrouvée peut être significative, et vous voyez que son taux augmente avec l'âge de manière extrêmement importante. On va jusqu'à 15 à 20% chez les personnes d'au-delà de 70 ans, et à un moment, on vous dit au-delà de 80 ans, pratiquement tout le monde, chez tout le monde, on va trouver quelque chose si on cherche de manière profonde cette hématopoïèse clonale. Ça, c'est les différentes mutations qu'on va trouver.
parce que il y en a différentes, hein, et en général, il y en a que une qui est prédominante. Il n'y a pas plusieurs mutations, il y en a une qui est prédominante. Vous avez ici les différents gènes qui sont retrouvés, notamment DNMT3, TET2, ASIX, je les regarde pas, TP53 et le JAK2, qui représentent 80% des chips qu'on va retrouver. Et comme par hasard, ce sont des mutations qu'on retrouve du côté de l'épigénétique, qui régulent l'épigénétique. On y reviendra peut-être à la conclusion. Donc ça, c'était les premières grandes trouvailles publiées dans New England. Il fallait les confirmer par d'autres grosses cohortes, notamment cette étude de la UK Biobank, qui a fait un NGS sur des prélèvements qu'ils avaient. Ils ont suivi la population. Ils ont retrouvé cette chip dans 5% des cas, qui est le chiffre en général retrouvé. Et on retrouve globalement les mêmes chiffres. Augmentation des événements cardiovasculaires, significatif par rapport à une population chip moins, indépendamment de tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui était important, c'est qu'on a monté, qu'on retrouve globalement toujours les mêmes mutations, notamment la TET2 qui revient de manière prépondérante. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Cette slide, juste pour vous dire, c'est la dernière grosse méta-analyse qui concernait ces chips. Et vous voyez, c'est à peu près 500 000 personnes chez lesquelles on a cherché une chip et qu'on a suivi et on a regardé le hazard ratio de faire un événement cardiovasculaire. Vous voyez que c'est significatif, la cardiopathie ischémique, l'AVC. Mais dans cette méta-analyse et même dans d'autres études d'avant, là je vous ai parlé que de ces deux études, mais c'est vraiment, ça ne reflète que ce qui a été démontré dans plusieurs autres équipes. Je ne peux pas vous parler de toutes ces études, mais il y en a beaucoup. Mais dans cette méta-analyse, on va remettre également en avant le fait que ces personnes qui ont des chips ont également plus d'insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique, et vous allez voir plusieurs autres pathologies. Les autres types de pathologies, vous voyez, donc cardiopathie, athérosclérose accélérée, et maladie hématologique, ça c'est clair, mais ils font plus de diabète. Ils font plus de maladies hépatiques, ils font plus d'ostéoporose, ils font plus de maladies auto-immunes et ainsi de suite pour pas trop charger. Donc ce sont des patients, des personnes qui sont pas malades, qui ont cette mutation au niveau de leur moelle osseuse et qui vont par la suite développer des maladies de manière beaucoup plus importante que des personnes qui n'ont pas ces mutations-là. Et ça veut dire que ce n'est pas spécifique à l'hématologie, ça veut dire qu'il y a une raison commune, globalement, à ce que toutes ces maladies puissent émerger quand on a ce clone hématopoïétique, et probablement que ce qui va les relier de manière la plus universelle, si vous voulez, sur le plan de la compréhension, c'est l'inflammation. Donc là, on va rentrer dans quelques diapositives de physiopathologie pour qu'on comprenne pourquoi une chip va donner une inflammation et sur quoi on va pouvoir travailler. Mais on va revenir dessus sur les slides qui viennent. La chose sur laquelle on parle, ce dont on parle de plus en plus, comme l'a dit tout à l'heure Zakaria, c'est que dans l'athérothrombose, les facteurs de risque cardiovasculaire conventionnels n'expliquent pas tout. Ici, vous avez la part inflammatoire, 75, il y a 25% du risque qui n'est pas expliqué. Et on a beaucoup parlé de l'inflammation, on a beaucoup parlé de la CRP, parce que c'est la manière qu'on a la plus facile de doser cette inflammation, même si c'est pas forcément la meilleure manière. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y a plus d'inflammation, notamment une CRP plus élevée, quand on a des chips? La réponse est oui, mais c'est pas un oui très franc. Vous voyez la différence entre le bleu et le rouge à votre droite. Elle n'est pas si évidente que ça, mais elle existe. Et elle existe dans d'autres études, peut-être dont je vais vous parler tout à l'heure, mais qui sont assez claires, où les personnes qui ont une chip avec une CRP un petit peu plus élevée, ils font plus d'accidents athérothrombotiques. Pour revenir au mécanisme de l'athérosclérose, par rapport à la chip, ce qu'il faut savoir, et je n'ai pris ici que l'exemple du TET2, ça s'appelle TET2, mais bon, voilà, il faut bien appeler les choses. Mais c'est aussi pour les autres clones, on a retrouvé les mêmes résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a que le TET2, quand il existe,
c'est un régulateur négatif de l'inflammation. Il inhibe l'expression des gènes d'inflammation. Et quand on a une CHIP TET2, il y a une perte de fonction de ce TET2. Donc, il y a une perte de la protection que peut amener justement le TET2. Et on le voit bien ici que le TET2 inhibe l'IL6, l'IL1 aussi, on va en reparler, qui, eux, promeuvent l'inflammation. Et ça a été très bien démontré dans ces papiers du New England, parce que ils se sont vraiment posé les bonnes questions en se disant, mais pourquoi ils font plus d'accidents athérothrombotiques? Il faut qu'on démontre qu'ils font plus d'athérosclérose. Et dans la publication de 2017, ils avaient, en parallèle au suivi de la cohorte, eu un modèle murin pour lequel ils ont injecté à une souris un clone TET2. Et les souris qui avaient ce clone TET2, et je vous dis que quand on a un clone TET2, on bloque l'expression justement de TET2, ben, ces personnes qui avaient ce clone TET2, et j'espère que vous le voyez bien, les souris qui sont wild type, elles sont ici, il n'y a pas beaucoup d'athérosclérose. Les KO, elles sont homozygotes, vous voyez qu'il y a des plaques d'athérosclérose sur leur aorte, et ça a été bien regardé sur les coupes, il y a plus d'athérosclérose chez les KO que chez les wild type, et il y avait plus d'expression de cytokines inflammatoires. Justement, ces cytokines inflammatoires, laquelle on va cibler le plus, eh ben on s'est rendu compte que, au-delà de l'IL6, qui est qu'une expression de quelque chose qui se passe en amont, c'est l'interleukine 1 où ça se passe, et cette interleukine 1 est produite par les macrophages. Il faut qu'elle soit clivée grâce à une enzyme qui est une caspase qui est dans l'inflammasome, peu importe, mais j'insiste sur cette caspase parce que elle peut avoir un rôle sur le plan thérapeutique. Et donc cette caspase clive l'interleukine 1 et fait en sorte que cette interleukine 1 bêta qui a été clivée puisse entraîner la production d'interleukine 6 et puisse entraîner une inflammation. Donc si vous voulez la cascade, on peut la refaire de manière un peu... Il y a un TET2, il y a un clone. Ce clone empêche TET2 de s'exprimer et par le biais de cette non-expression de TET2, l'interleukine 1 va être clivée en une interleukine 1 bêta qui va entraîner la production d'interleukine 6 et qui va entraîner on va dire l'expression inflammatoire. Et ça a été démontré dans cette publication Science, qui est une très jolie publication, 2017, qui est venue juste après la publication du New England, où là aussi on a pris des souris, on leur a mis une chip TET2 et on a regardé ce qui se passait. Donc les souris qui avaient le clone TET2 exprimaient et avaient une athérosclérose dans leur aorte qui était beaucoup plus importante que les souris qui n'avaient pas la chip TET2. Et là aussi, on a fait la démonstration directe que c'est via une surexpression de cette interleukine 1 bêta que se fait, on va dire, en partie, ou tout du moins, c'est un des mécanismes qui promeut l'athérosclérose ainsi médiée par cette chip. Donc, on a une espèce de boucle qui se fait, autour de cette hématopoïèse clonale, cette hyperexpression inflammatoire, et que cette hyperexpression inflammatoire induit cette inflammation accélérée. Alors, c'est pas mathématique, bien évidemment, mais on a quelque chose de rationnel qui nous dit que il y a vraiment, presque comme on dit, du biscuit à avoir par rapport à cette association athérosclérose, hématopoïèse clonale, surtout pour certaines souches, certains chips, notamment la TET2 ACLX1. Ça a des implications thérapeutiques, peut-être. On a quelques pistes. On a parlé tout à l'heure du canakinumab, l'étude CANTOS, où on va donner de l'interleukine 1 chez ces patients. Ils font significativement, chez des patients, d'accord, à risque d'athérosclérose, et on va voir ce qui se passe. Et ils ont significativement moins d'événements cardiovasculaires. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a maintenant, avec le développement des chips, on a pu retourner à la base du prélèvement de ces patients, chercher les chips chez ces patients, et ce qu'on a trouvé, c'est que la significativité était d'autant plus importante que les patients présentaient une chip TET2.
Donc c'est chez ces patients que l'efficacité ou tout du moins la significativité était le plus important. L'autre volet, c'est la colchicine qu'on aime bien, c'est vrai. Non pas parce qu'elle est pas chère, mais parce qu'elle est efficace dans nos maladies. Et on a regardé par rapport à la maladie athéroscléreuse, qu'est-ce qui se passait. Là, je vous ai mis la méta-analyse de toutes les études qui ont été faites sur la colchicine. C'est vrai que la pratique d'utiliser la colchicine en prévention secondaire n'est pas vraiment ancrée, surtout depuis 2024 qu'il y a eu cette étude négative. Mais c'était une étude négative chez les patients qui avaient un infarctus du myocarde. On n'était pas loin de l'épisode aigu. Donc, quand on l'utilise un petit peu plus loin de l'épisode aigu, il y a 3 études au moins qui a montré qu'il y avait une baisse très significative des MACE. Et en fait, il y a un papier qui va être un peu la chute de ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est ce papier-là, qui a été publié un peu en fast track la fin de l'année 2024, où une équipe a pris des souris, leur a mis un clone TET2 et elle va leur donner de la colchicine. Et on va voir ce que vont devenir leurs plaques et on va voir ce que va devenir leur interleukine. Et c'est magique parce que la colchicine, elle agit sur la caspase dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette caspase qui fait cliver l'interleukine en bêta et non bêta, si vous voulez, et qui, le fait de donner de la colchicine empêche ce clivage. Et donc l'interleukine bêta n'est plus produite. Et de ce fait-là, il y a moins d'interleukine 1. Et de ce fait-là, il y a moins de cascade d'inflammation. Donc ça, c'est bien sûr théorique, c'est dans nos têtes. Est-ce que ça se démontre? Dans cette étude, tout du moins, où ils ont donné chez les patients souris tête 2 positifs de la colchicine, elles avaient moins d'interleukine 1. Et ce qui était très joli dans cette étude également, c'est qu'ils ont regardé les aortes de ces patients, de ces souris, et les aortes de ces souris qui avaient la CHIP et qui étaient traitées par colchicine avaient significativement moins d'athérosclérose que celles qui n'étaient pas traitées par colchicine et qui étaient têtes. Alors c'est vrai que ce sont des démonstrations qui sont un petit peu, on va dire, un peu téléphonées, si vous voulez, mais c'est une base à une réflexion qu'on pourra avoir peut-être plus tard en mettant en place des études un petit peu plus prospectives, un petit peu plus, on va dire, poussées et fouillées par rapport à l'utilisation de cette molécule. Donc j'espère vous avoir convaincu que au-delà des déterminants standards du risque cardiovasculaire aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des marqueurs de risque autres qui sont émergents, on les connaît. L'inflammation fait partie de ces concepts. L'hématopoïèse clonale en fait significativement partie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, il faut faire un NGS pour nos patients pour leur trouver ce clone et traiter ou ne pas traiter ce clone, mais ça veut dire qu'on a une piste aujourd'hui pour pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin sur cette espèce de théorie inflammatoire de l'athérosclérose. Je vous remercie. Merci, professeur Tzazi, pour cette présentation très intéressante sur ce nouveau marqueur de risque cardiovasculaire. Et donc, on va laisser les questions à la fin et on passe à la dernière communication sur la même thématique. Le marqueur de risque cardiovasculaire qui est actuellement reconnu, c'est l'élévation du marqueur lipidique, c'est l'élévation du LPA. Et Dr Khey Jamel, qui est professeur de cardiologie, rythmologue à l'hôpital militaire de Rabat, va nous parler du traitement de cette élévation des taux du LPA. Merci Madame la Présidente. À mon tour de remercier le comité d'organisation et à leur tête professeur Tzazi, professeur Sadouni et professeur Mammar pour l'aimable invitation. Donc je vais peut-être appliquer ce que nous a montré notre ami Dr Zakaria sur la première plaque. Dépêchez-vous, réveillez-vous, mais à moi de me dépêcher, à vous de vous réveiller, d'accord? Donc on m'a chargé de traiter une thématique qui est très intéressante et je félicite le comité scientifique pour le choix de cette thématique concernant les nouveaux facteurs de risque cardiovasculaire émergents, bien que le taux de LPA, l'époprotéine petit a, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est très ancien, mais toujours confronté à une frustration en matière de traitement. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation et comme une guise d'introduction, pendant longtemps, comme j'ai dit, l'hypoprotéine petit a a été considérée comme une curiosité biologique, difficile à interpréter, encore plus difficile à traiter.
Et pourtant, au fil des décennies, on a plusieurs preuves scientifiques qui se sont accumulées de manière spectaculaire, plaçant aujourd'hui la LPA au cours de risques cardiovasculaires résiduels, comme l'a précisé Dr Badr tout à l'heure. Il est déterminé essentiellement par la génétique, indépendante de mode de vie dans la majorité des cas, et la LPA représente un facteur de risque athérothrombotique et valvulaire majeur et qui est impliqué dans la maladie coronaire prématurée, les AVC ischémiques et la sténose aortique calcifiée. Donc, comme j'ai dit, notre frustration thérapeutique a été importante et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. On assiste à des progressions en matière de recherche sur le plan thérapeutique. Et je vais essayer, à travers cette présentation, de dire pourquoi la LPA petit a, je précise petit a, est devenue un acteur majeur de risque cardiovasculaire et quelles sont les limites des approches thérapeutiques actuelles, que je dirais même sont inefficaces, et quelles perspectives révolutionnaires nous apportent les nouvelles thérapies ciblées actuellement en développement clinique. Donc, avant ça, un peu d'histoire. L'époprotéine petit a, elle a été découverte en 1963 par ce monsieur, feu Dr Kerr Dark, c'est un généticien norvégien qui a décrit l'époprotéine petit a. En même temps, il a, à travers ses études ultérieures, il a montré le causalité entre le taux élevé de LP petit a et les accidents coronaires. Et dans ma recherche bibliographique, j'étais agréablement surpris de trouver cette étude très ancienne qui date actuellement de 30 ans, publiée par nos collègue Sder Fillet, dans l'équipe de professeur Ben Omar. Donc, à l'époque, ils ont colligé des taux des coronariens et ont analysé la sévérité des atteintes coronaires en fonction du taux de LP petit a et ont conclu que l'atteinte coronaire, elle était plus sévère chez le groupe de LP petit a élevé. Et ça fait plaisir de trouver ces publications anciennes. Alors, pourquoi cette LP petit a ne fait peur? Parce que, tout simplement, par sa composition moléculaire. C'est quoi en fait? C'est tout simplement une LDL cholestérol. Il y a l'ApoB 100. En même temps, il y a une ApoA, il contient une zone qui est apparentée au plasminogène, donc il va inhiber la fibrinolyse. Donc, qui dit inhibition de la fibrinolyse, il va favoriser la thrombose. Donc, en même temps, la partie ApoB LDL, il va favoriser l'atteinte endothéliale et la progression des plaques d'athérosclérose. En même temps, par des dérivés phosphate oxydés, il va favoriser les calcifications vasculaires. Donc, ce diagramme, il illustre bien que dans les dérivés de l'United Kingdom Biobank, il a montré sur plus de 450 000 patients que déjà, la ligne bleue, ce que vous voyez en bleu, c'est un patient sur 5, c'est-à-dire 20%, il y a la présence de cette lipoprotéine petit a qui est déterminée génétiquement, d'accord? Et ce qui montre ce diagramme aussi, c'est à partir d'un taux de 30 mg par décilitre, où il y a augmentation de risque de MACE, risque de Major Cardiovascular Events, de MACE, et le risque devient plus important à partir de 50 mg par décilitre. Et ce chiffre que je vous invite à retenir, parce que c'est le chiffre retenu dans les recommandations pour dire que si quelqu'un il est à risque cardiovasculaire résiduel. Donc, ces taux de LDL, de LP petit a ont été démontrés dans les études épidémiologiques mendéliennes et les autres que le taux élevé de LP petit a est associé au surcroît d'infarctus de myocarde, d'ischémie, d'AVC ischémique et de calcification aortique. C'est pour ça, depuis 2022, tous les consensus, donc il insiste sur le mesure de ce nouveau facteur de risque émergent, mais malheureusement, on est confronté à l'absence de thérapeutique. Donc, on va parler de, ça c'est le présent, mais bien sûr, on va parler de futur, des thérapeutiques qui sont en cours de développement à travers les études phase 3, phase 2 et phase 3. Donc, depuis, les recommandations ne changent pas trop. Donc, il insiste sur quelqu'un qui a un LDL cholestérol normal, qui fait un accident vasculaire cérébral, il faut penser à doser cette LP petit a. Bien entendu, il faut insister sur le laboratoire qui est petit a et pas grand A, parce que ton grand A, il est assimilé à l'HDL et pas à le LP petit a. Donc, et surtout pour les hypercholestérolémies familiales qu'il faut doser ces taux de LP petit a. Alors, le consensus de 2022 sur
sur les patients qui ont une concentration élevée de LP petit a, il stipule une absence de traitement efficace. Il faut s'attaquer aux facteurs de risque cardiovasculaire existants et traiter de façon pour les patients avec maladie cardiovasculaire établie ou avec un taux élevé de LP petit a et les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, les différentes thérapies, donc que ça soit, ça c'est le présent, que ça soit le mode, l'hygiène de vie, ça n'intervient pas malheureusement sur le taux de LP petit a, ainsi que les statines, les étimibes, l'acide bempédoïque, et ainsi qu'il y a une petite diminution avec les inhibiteurs des PCSK9, mais on verra tout à l'heure que c'est pas aussi efficace que ça, parce que qui dit diminution biologique, ça veut pas dire diminution au niveau clinique des événements cardiovasculaires. Alors, des fois, on fait intervenir nos collègues néphrologues, et l'aphérèse, certes, il va baisser drastiquement le taux. C'est la seule méthode mécanique qui diminue sélectivement la LP petit a, mais il entraîne une réduction aiguë de 60 à 85%, se traduisant par une réduction permanente de 25 à 40%. Mais problème, comme pour les autres thérapies, donc il n'y a pas de preuve de bénéfice clinique à long terme, donc il n'y a pas d'études randomisées. Donc, et en plus, on a un fardeau, que ce soit en matière ce sont des séances hebdomadaires, et ça génère un coût très important. Alors, les recommandations 2026 publiées le mois dernier par les sociétés américaines de cardiologie. Donc, ils réservent pour les cas de hypercholestérolémie familiale cette méthode en absence de thérapies innovantes qui vont apparaître. Ça, c'était le présent. Alors, le futur, c'est quoi? Le futur, il passe aussi surtout par tout ce qui est la biologie, par l'interception moléculaire, c'est-à-dire on va s'attaquer à la synthèse au niveau hépatique de ce gène LPA, donc au niveau de l'hépatocyte. Alors, il y a trois niveaux d'interception. Soit on va s'attaquer à l'ADN, ou bien à l'ARN messager, en visant le ciblage et la traduction, avec les oligonucléotides antisens et les ARN interférents. Et le niveau 3, c'est l'interception protéique, c'est-à-dire on va bloquer l'assemblage entre l'ApoB et l'Apo petit a. Alors, je vous montre ce diagramme qui montre les différentes thérapeutiques futuristes qui sont en train d'être développées. Certains ils sont très en avance. C'est le cas de le pilacarsen. C'est un oligonucléotide antisens qui est actuellement en phase 3. On s'attendait aux résultats de l'étude Horizon qu'il a validé, mais malheureusement, c'est pas encore publié. Peut-être l'année prochaine, dans le prochain congrès, on va vous présenter les résultats. Donc, c'est quoi ce pilacarsen? C'est le pionnier. C'est un oligonucléotide antisens qui va induire la destruction de l'ARN messager via l'activation d'une enzyme, la RNase H1, qui va bloquer la production de l'ApoA. Alors, les données cliniques de phase 2 sont rassurantes. Il y a une baisse qui peut atteindre jusqu'à 80% de taux de LP petit a, mais comme j'ai dit tout à l'heure, baisse biologique, ça veut pas dire un impact clinique important. C'est pour ça il faut attendre les résultats cet essai très prometteur, l'étude Horizon Trial, LP petit a Horizon Trial, qui on attend les résultats fin de cette année 2026 pour nous montrer est-ce qu'il y a un impact sur le pronostic cardiovasculaire à long terme. Alors le deuxième classe thérapeutique, ce sont c'est l'olpasiran, le zilaziran et les podiziran. C'est quoi? Ce sont des interceptions, des ARN interférents mineurs qui vont s'attaquer au complexe RIX, qui vont exercer une action catalytique en continu sur le risque qui va détruire les copies d'ARN cibles. Donc, ça donne une destruction, une baisse de longue durée de cette LP petit a. Mais c'est l'étude phase 2, mais on attend toujours les résultats de la phase 3 de cette étude Océan A et Dose Trial. L'Océan A, on attend fin 2028-2029.
Alors, la troisième molécule, le troisième site d'action, c'est par voie orale, la seule molécule par voie orale, et c'est la muvalapine. C'est quoi la muvalapine? C'est une petite molécule qui agit en bloquant la liaison entre les protéines ApoA et ApoB, petit a, je précise, et ApoB, et en empêchant l'assemblage de la formation de la particule LP petit a dans le sang. Et ce médicament oral permet de réduire des taux circulants de cette lipoprotéine de manière significative. Encore, c'est un travail en phase 2. Il faut attendre l'étude, le résultat qui est, vous voyez, c'est l'update de 19/5/2026. On est en train toujours en cours de recrutement de patients pour montrer l'efficacité clinique à long terme. Alors ça, c'était les différentes études, les essais en phase 2, phase 3 pour les nouvelles thérapeutiques qui ciblent l'interception moléculaire de la production hépatocytaire de LP petit a. Que disent les recommandations? Alors les recommandations, on a les Européens et les Américains. Donc les Européens, ils ont publié un focus update en 2025. Il y a un chapitre sur le LP petit a. Donc il insiste surtout actuellement en phase de dépistage. Il faut dépister, surtout lorsqu'on a un patient qui présente un accident cardiovasculaire, un jeune qui n'a pas beaucoup de facteurs de risque des fois, ou bien qui a un LDL qui est normal. Donc, et retenez 50 mg par décilitre, c'est pour les biologistes. Peut-être Dr Mimouni, il aura un petit mot à nous dire, parce que les cliniciens, ils adorent le milligramme par décilitre, alors que les biologistes, ils adorent le nanomol par litre. Donc, c'est pour des données, c'est pour peut-être pour les études. Donc, les recommandations européennes ont ils considèrent que c'est un enhancing cardiovascular risk factor, donc c'est un facteur modifiant important. Donc, et aussi dans le texte, c'est que le statine n'a aucun effet sur le LP petit a, de la concentration de LP petit a. Par contre, on insiste sur le contrôle des autres facteurs de risque cardiovasculaire qu'on connaît. Donc, comme j'ai dit au départ, ça touche 20% de la population uniquement, un patient sur 5. Mais sur les 80% qui restent, il faut s'attaquer au reste des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et nos collègues endocriniens, internistes, sont cardiologues, sont là pour connaître pour s'attaquer à ces facteurs de risque cardiovasculaire. Et bien sûr, il insiste qu'il y a les essais en phase 2 qui sont prometteurs. Il attend des résultats et il y aura sûrement des focus updates fin d'année. Alors les Américains, le mois dernier, ils ont publié les recommandations. Et bien sûr, ils gardent les recommandations pour la LP sur les conditions de mesure de la LP petit a. Il insiste que chez tous les adultes, il est souhaitable de mesurer une fois dans la vie, parce que c'est déterminé de façon génétique. C'est recommandé de faire une fois dans la vie de mesure de ce taux de LP petit a. Et on insiste même sur la femme en post-ménopause d'ajouter un autre test, parce que il y a des élévations de LP petit a en post-ménopause. Donc chez les patients qui ont avec une cholestérolémie familiale ou bien une atteinte cardiovasculaire précoce, donc il faut tester cette LP petit a, et on insiste sur le thérapeutique qu'il faut bien sûr contrôler drastiquement le LDL cholestérol, avec une mention spéciale pour les inhibiteurs, le PCSK9, pour atteindre les cibles de LDL cholestérol. Donc ce qu'on a émis comme hypothèse au début, c'est que on a déterminé, nous savons que le LPA c'est un véritable facteur de risque résiduel de cardiovasculaire. Donc nous savons désormais la détruire, mais biologiquement mais on doit attendre les essais Horizon, surtout Horizon et LP petit a, avec le pilacarsen, Océan, avec l'olpasiran, pour voir l'implication à long terme dans la physiopathologie de l'atteinte cardiovasculaire par le LP petit a. Alors mes 3 messages clés pour conclure, c'est que donc on a identifié une menace, mais qui reste malheureusement orpheline. Donc l'élévation de la LP petit a, elle touche 20% de la population, génère un risque cardiovasculaire indépendant que malheureusement l'arsenal thérapeutique dont on dispose actuellement, ça sert à rien. Donc un arsenal de haute précision, et comme je vous ai montré, il est imminent. On attend les résultats et on attend ces résultats pour les impliquer dans notre pratique quotidienne. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Il vous restait encore 4 minutes 30 secondes. Donc, En tant que rythmologue, j'ai fait le calcul. On est à 3 présentations, 20 fois 3, ça fait 1 heure. Donc, 15 heures, on va déborder sur la séance prochaine. C'est pour ça. j'invite les 3 orateurs à nous On va rejoindre. laisser la place aux questions. Ouais. Et on a encore 5-6 minutes pour les questions-réponses. Donc, s'il y a des questions dans l'assistance, est-ce que vous avez des questions? Oui. On va déborder à la... Alors, c'est pour la LP petit a. Oui. Bravo, c'était parfait. Merci. Mais il y a, donc vous avez dit quelqu'un qui fait un accident vasculaire, qui est jeune, faire la LP petit a, on est d'accord. En fait, il y a une autre solution, c'est qu'on considère qu'il faut le faire avant. Oui. Puisque il est recommandé de plus en plus de faire un dépistage universel. Donc, dès l'enfance, chez la femme, avant la pilule, et refaire le contrôle à la ménopause, parce qu'elle peut augmenter. Et ça permet de stratifier le risque. Il y a des patients qui, effectivement, n'ont pas beaucoup de facteurs de risque, mais ils vont basculer à haut risque du fait d'une LP petit a très élevée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, dans le stand de la Société française de cardiologie, Oui. il y a un dépistage gratuit Oui, pour je le sais. LP petit a. J'ai J'en vu. ai fait, grâce à Dieu, j'en ai pas. Alors, l'obstacle en France, c'est que c'est pas remboursé. Oui, oui, ça 14 à 20 euros, c'est ça. Alors, c'est entre 8 et 20 euros. Ça, il y a le rabais. Justement, dans une stratégie de santé publique, c'est pas évident de recommander le dosage systématiquement une fois par la vie, mais quand on a ces éléments qui nous disent faites attention et il faut pas hésiter à demander le dosage du LP petit Le a. message, c'est qu'il faut le faire au moins une fois dans la vie. C'est ça, Alors, moi, j'ai une question pour chacun de vous. Alors, pour la première présentation, est-ce qu'il faut intégrer certaines maladies auto-immunes dans les scores de risque cardiovasculaire, avec ce que vous avez présenté? Et puis, est-ce que le contrôle de l'information doit-il devenir un objectif cardiovasculaire à part entière? Voilà. Merci pour la question. Pour la première question, les scores qui sont utilisés dans la population générale ne sont pas validés pour les malades qui ont des pathologies inflammatoires auto-immunes, mais il y a cette règle de multiplier par 1,5 le risque. Donc on fait un calcul du risque pour stratifier. Le score obtenu il est multiplié par 1,5. C'est une façon d'adapter à la population particulière. Mais il y a des scores qui prennent en considération, que je n'ai pas mis dans la présentation, qui prennent en considération dans la stratification du risque la maladie chronique inflammatoire. Pour la deuxième question, bien sûr, parmi les lignes directrices, les guidelines, les principales guidelines dans la gestion du risque cardiovasculaire en matière de pathologie inflammatoire et auto-immune, c'est ce qu'on appelle le treat to target, c'est-à-dire il faut viser un objectif et atteindre un objectif de réduction de l'inflammation, de contrôle de la pathologie, l'obtention de la rémission, afin qu'il va directement diminuer le risque cardiovasculaire. Si vous permettez une petite remarque, je lance le débat aussi, parce que nous, en tant que cardiologues, pour évaluer les risques cardiovasculaires, on a un grand problème, parce qu'on applique les recommandations européennes, et score 2, à mon avis, n'est pas validé pour la population marocaine. Je m'explique. Donc, on nous a placés dans le très haut risque cardiovasculaire. Donc, en cherchant dans les écrits, donc l'origine de cette classification dans le très haut risque cardiovasculaire, c'est que les données de l'OMS, et l'OMS nous ont, lorsqu'ils ont examiné les bulletins de mortalité, ils ont trouvé arrêt cardiovasculaire. Donc tous les malades, même un cancéreux, c'est dans les bulletins de mortalité, arrêt cardiovasculaire. Donc c'est biaisé de classer dans un très haut risque cardiovasculaire. Alors l'Espagne en face de nous, il n'est pas classé à très haut risque cardiovasculaire. Alors bien que le nord du Maroc, il a un régime méditerranéen. Et je pense que ça doit donner un grand débat. Dans la Société marocaine de cardiologie, on est en train de travailler sur un score national et on aura sûrement appel à Madame la Présidente pour une collaboration, Charles. Effectivement, notre pays dispose de registres qu'il faut valoriser, il faut faire un travail collaboratif pour avoir des scores particuliers pour les pays nord-africains. On est directement classé en très haut risque. Alors que ce qui est préconisé, c'est un régime méditerranéen. Il n'y a pas plus méditerranéen que... C'est une question pour Madame Tzazi. Est-ce que
pour les chips, tu as dit que c'est les hématopoïèses clonales faute de signification indéterminée. Maintenant, est-ce que par analogie au MGUS, est-ce qu'on ne pourrait pas, ces malades, ces patients qui ont des mutations T2 avec des VAF, peut-être ne plus avoir, c'est-à-dire à les appeler comme des chips plutôt de signification vasculaire ou inflammatoire, je ne sais pas. Mais si tu changes la dénomination, tu vas créer, déjà tu crées un état anxieux par rapport à ça, mais si en plus tu rajoutes une couche en disant que c'est quelque chose qui est potentiellement grave, je pense qu'il va y avoir tu vas monter le niveau d'anxiété de manière importante. L'idée, c'était vraiment que on en trouve de plus en plus. La biologie fait que les bilans sont demandés de manière un peu large, un peu partout sur beaucoup de choses, et que quand on va les trouver pour des examens qui sont demandés pour autre chose, il faut savoir quoi en faire. Aujourd'hui, il y a par exemple, il y a des cliniques de CHIP, il y a des consultations de CHIP, c'est-à-dire qu'un médecin a demandé un NGS pour autre chose, d'accord? Je te donne un exemple très simple, même si c'est pas forcément un très bon exemple. Mais pour la polyglobulie de Vaquès, on va faire une recherche de Jacques II. Mais il y a des laboratoires qui en profitent pour faire un NGS et qui le gardent en biobanque chez eux. Et parfois, ils peuvent te répondre qu'ils ont un clone quelque part. Les MDS à bas risque, même si là, il y a une pathologie hématologique proprement parlée, mais on va trouver des choses qu'on n'était pas censé trouver. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être pas les balbutiements, mais c'est les débuts d'une histoire qui va s'écrire probablement dans 5 ans, parce que ça va beaucoup plus vite. Il y a des consultations CHIP pour pouvoir accompagner les personnes, tant sur le plan psychologique que sur le plan cardiovasculaire, hématologique, ainsi de suite, pour pouvoir savoir ce qu'on va faire de ça. Moi, j'ai une petite question pour toi, Zoubida, encore. Est-ce que tu as connaissance, dans les différentes études, d'une différence entre les hommes et les femmes, notamment dans la gestion de l'inflammation, dans les femmes avant la ménopause ou après la ménopause, notamment, on voit que les taux de CRP, par exemple, sont très bas, hein, on a des différences de groupes très bas. Hommes-femmes, zéro différence? Comme ça, je vais te répondre qu'a priori non, mais j'ai vraiment pas regardé de manière détaillée. Merci. J'ai une question pour toi, Zoubida. Donc, alors, la CHIP, vous avez dit qu'on ne va pas demander un NGS pour tout aujourd'hui pour les patients, mais d'après la littérature que vous avez pu consulter, ce qui peut éventuellement faire un potentiel futur biomarqueur cardiovasculaire qui rentre en pratique clinique? Non, quand même pas. Non, quand même pas. Je veux dire, on va pas faire un NGS pour savoir est-ce que mon patient est plus à risque que pas. Aujourd'hui, on est en train d'expliquer quelque chose qu'on a trouvé. Et elle existe, l'explication. C'est aussi une manière très élégante en hématologie de lier certaines pathologies hématologiques myéloïdes à des maladies inflammatoires très importantes qu'on trouve. On ne comprenait pas très bien. Il y avait des MDS très inflammatoires, Vexas, il y avait un certain nombre de pathologies qu'on connaît de mieux en mieux grâce au développement de ces méthodes qui permettent de mieux savoir ce qui se passe dans une niche myéloïde, si tu veux. De là à dire il va falloir quand même faire des NGS pour dire le patient a une CHIP et voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Sincèrement, non. J'ai une question pour professeur Tiazi. Pas dans les cas des CHIP, mais plutôt dans les cas d'hémopathie avérée, c'est-à-dire un SMD haut risque ou bien carrément une leucémie aiguë. Et à la NGS, on retrouve des mutations telles que la TET2. Est-ce que dans ces cas-là, ça justifierait un traitement, surtout que les patients ils sont généralement candidats à des traitements qui sont cardiotoxiques, est-ce que ça justifierait une attitude un peu plus protectrice? Voilà, plus protectrice. Est-ce qu'on doit prendre des précautions par rapport à ces patients? Je pense qu'il faut le faire de manière systématique. De toute façon, ça fait partie du bon acte médical, avec ou pas la CHIP. Donc, il faut être vigilant. Maintenant, tes patients, ils ont une maladie hématologique définie.
à part le MDS bas risque, c'est des maladies qui sont évolutives. On sait que l'évolution, elle est moyenne, quoi, on va dire. Donc, ils ont peut-être pas forcément le temps de développer cette grosse athérosclérose inflammatoire. Mais une fois que tu as cette donnée dans ta tête, une fois que tu te dis que dans le NGS, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans les chips inflammatoires, tu vas pas lui arrêter la statine s'il a une statine. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vas avoir une petite case dans ta tête qui va te dire, attention, ce patient, il est un petit peu plus à risque cardiovasculaire que les autres. Il faut vraiment que je fasse attention à son traitement protecteur s'il l'a, et être un petit peu plus stringent pour avoir un LDL, pour traiter son LDL, un petit peu plus que s'il n'avait pas ce type de mutation, si tu veux. Mais de là à avoir une attitude proactive uniquement là-dessus, peut-être pas encore. Des préventions primaires qu'on fait d'habitude en étant vigilant. Moi, j'ai une question d'une cardiologue qui comprend pas beaucoup en médecine interne, mais est-ce qu'on doit considérer ces chips T2 parce que ce sont eux qui sont particulièrement. En fait, j'ai pris l'exemple de TET2, mais les exemples existent aussi pour les autres, hein, DLT3, ACLX. Est-ce qu'on doit les considérer comme des maladies inflammatoires ou des maladies génétiques? En fait, c'est une mutation acquise dans un clone qui, ce clone va avoir une puissance de développement supérieure aux cellules souches. La mutation va lui donner un avantage de clonalité, de multiplication. D'accord? Mais c'est acquis. Il y a des chips qui sont acquises très tôt dans la vie. J'ai pas mis la diapo pour qu'on le voit. Et il y a des chips qui vont être acquises un petit peu plus tard dans la vie. Et plus on avance dans la vie, plus on en acquiert avec l'âge. Ce qu'on appelle, parce qu'avec l'âge, les mutations génétiques, les cassures, ainsi de suite, sont beaucoup plus faciles. Donc, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que là aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose d'acquis et pas totalement irrémédiable. C'est-à-dire, une fois qu'on a une VAF, par exemple, autour de 3-5%, il y a des populations qui ont été mises à l'épreuve, ayant un bon style de vie, mangeant correctement, faisant de l'activité physique avec, enfin voilà, avec la prévention primaire dont on a parlé, on a vu baisser cette VAF de pourcentage. C'est-à-dire, on a eu une action sur le clone. Ça ne veut pas dire qu'on a eu une action cardiovasculaire, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on a eu une action bénéfique sur le clone. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le fait de trouver cet élément-là, si on a l'occasion de le trouver pour quelque chose, fait qu'on doit avoir une certaine vigilance en prévention primaire par rapport à essentiellement le mode de vie, par rapport à être plus stringent sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire, et que c'est pas irrémédiable. On peut freiner cette évolution. Une dernière question, ensuite on passe. Je pose la question d'abord pour le professeur Khii. Donc, si j'ai bien compris sur une des slides de recommandations de 2025, je ne sais pas si j'ai bien compris, donc il faut doser la LPA une fois dans la vie chez tous les patients. Oui, d'accord. Tous les patients. Ouais. Et après, quel type de patient, quel est le profil de patient qui doit bénéficier des différentes perspectives thérapeutiques que vous avez passées en revue? Quel est le profil des patients? Tu permets que je réponde? Oui. En fait, le LPA, le LP petit a, c'est un marqueur de risque comme les maladies inflammatoires, les marqueurs auto-immunes. Ça figure actuellement dans les recommandations comme marqueur de risque. Ça veut dire les gens qui ont un risque intermédiaire, le fait d'avoir un LP petit a supérieur à 50 va les basculer vers la catégorie de haut risque. Et dans ce cas-là, il faut être drastique en matière de baisse de LDL, en matière de prévention cardiovasculaire en général. Au même titre que les maladies inflammatoires, au même titre que lorsqu'on trouve des plaques au coroscanner ou au vaisseau du cœur. Et de façon plus, je m'excuse, j'ai une logorrhée pathologique. De façon plus globale, est-ce que ces nouveaux facteurs de risque vont-ils modifier les stratégies de prévention primaire? C'est sûr, c'est sûr. Donc, ils devraient normalement. Ils devraient changer notre façon d'affiner le risque cardiovasculaire. Donc, on parle de plus en plus d'une médecine personnalisée,
médecine personnalisée, chaque patient, c'est un patient à part. Donc, si on a ces moyens, on peut affiner l'évaluation de risque cardiovasculaire personnel pour chaque patient. Donc, c'est ça. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est de la prévention primaire. Tout ce on parle maintenant de la prévention primaire, parce qu'une fois la complication est là, on parle de prévention secondaire, et on est d'emblée dans le haut risque cardiovasculaire. La dernière question, allez-y. Bonjour. Je remercie la Société marocaine de maladies vasculaires pour ce congrès pluridisciplinaire. Donc, je remercie le professeur Tazi pour sa présentation concernant les CHIP. J'ai juste un ajout pour l'audience. Donc, en fait, il y a une récente étude qui a montré que le don de sang prévient contre les CHIP, contre le développement des CHIP. Donc, probablement, un jour, on va entendre que le don de sang est un facteur protecteur cardiovasculaire. Donc, merci. Merci. Merci à nos trois orateurs pour les belles présentations et merci à l'assistance. Et je passe la parole à ma collègue pour la session suivante.